notamment en mathématiques. NP, donc ça va être le raccourci, on va pas écrire NumPy à chaque fois en fait, sinon c'est un peu relou. Première étape, on va rentrer nos valeurs d'entrée, les valeurs d'entrée de nos synapses. On va donc créer une nouvelle variable qu'on va appeler xEntrée, donc x comme l'axe x, np array, comme je vous disais, on va déjà utiliser la bibliothèque NumPy. On va créer un tableau, en fait ça va être une matrice. Hop, donc à la fin on précise quel type de valeur on va mettre dans cette matrice, donc dtype égale float. Ça va donc être des floats qui vont être stockés dans notre matrice. Et ensuite, ici, il suffit de rentrer chacune de nos valeurs qu'il y a dans notre tableau. Donc sous forme de tableau, hein. Ici, par exemple, ma première valeur, c'est 3, 1,5. Je rentre 3, 1,5. Ensuite, virgule, et je rentre chacune de mes valeurs. Donc on se retrouve quand j'ai fini. Voilà, j'ai donc fini de rentrer mes valeurs. Donc on a 3, 1, 5, 2, 1, 4, 1, 5, 3, 1, 3, 5, 0, 5, 2, 0, 5, 5, 5, 1... 1, 1 et 4, 1,5. On a donc rentré toutes nos valeurs. Maintenant, on va rentrer les valeurs que doit déduire notre machine. Ça va être les valeurs qu'on va appeler Y. Donc Y est égal, pareil, on utilise un tableau NP de NumPy. Donc NP array. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans ce tableau? On va définir en fait, je vais une note ici en commentaire, la valeur 1, donc la donnée de sortie, ça sera égal à la couleur rouge. Du coup, vous avez compris, 0, ce sera la couleur bleue. C'est de ça dont je vous parlais tout à l'heure avec la fonction sigmoid. En fait, elle va nous permettre de donner une valeur entre 0 et 1. Quand la valeur sera au-dessus de 0,5, on sait que ce sera rouge. Quand la valeur sera inférieure à 0,5, on sait que ce sera bleu, car ce sera plus proche de 0 ou plus proche de 1. Donc même principe, ici on précise qu'est-ce qu'on met dans le tableau. Pareil, dtype égale float, on va aussi stocker des floats. Et donc, même principe, on rentre les valeurs. Ici, ça va pas être une matrice, ça va être simplement un tableau avec une valeur, donc 1, 0. Donc j'ai oublié de vous dire, ici j'ai bien mis les valeurs dont on n'a pas la couleur. Donc ça c'est 4, 1, 5, c'est ce qu'on doit deviner. Donc je les ai quand même mis dans ma matrice. Par contre ici je les ai pas mis. J'ai mis 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ça correspond seulement aux 8 premières valeurs. Pas à ma 9e et la dernière. Donc on a nos valeurs d'entrée et notre valeur de sortie. Maintenant, on va essayer de tout mettre sur la même échelle pour être entre 0 et 1, même pour nos valeurs d'entrée. Parce que là, actuellement, non, on a des valeurs comme 3,5, 2, 1. Donc, on va essayer d'être entre 0 et 1. Donc, pour ça, c'est très simple. Il suffit de diviser les valeurs par la plus grande valeur. On va l'appeler ça xEntrée encore. C'est donc égal à xEntrée divisé par np à max. Donc, chercher la valeur max de xEntrée. Donc là maintenant, au moins, on va diviser par exemple ici, on regarde pour 3, la valeur maximale, ça va être 5.5, ok? Donc on va faire 3 divisé par 5.5, 2 divisé par 5.5, 4 divisé par 5.5, etc. Ensuite, pareil pour la deuxième valeur, 1,5, la plus grande valeur, ça doit être peut-être bien 1,5, ouais, donc 1,5 divisé par 1,5, 1 divisé par 1,5, etc. Ensuite, on va donc obtenir notre tableau avec des valeurs comprises entre 0 et 1. Donc là, je vais pouvoir vous montrer ça qui est bien du coup avec cet outil. Donc ici mes valeurs d'entrée et mes valeurs de sortie. La valeur d'entrée modifiée est entre 0 et 1, donc on va l'afficher. Voilà, ici maintenant, vous voyez qu'on a plus 3 et 1, 5, on a 0, 5 et 1. En fait, on a divisé chaque valeur, donc 3 divisé par la valeur max, donc ça doit être 5,5, ça fait 0,5. 1, donc 1,5 divisé par 1,5, etc. Donc là au moins, on a des valeurs entre 0 et 5. Et ici pareil, on a des... entre 0 et 1. Et ici, pareil, on a des valeurs entre 0 et 1. On va pouvoir travailler avec ça. Maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a à la fin ici les valeurs dont on ne connaît pas la couleur. On va donc pas s'intéresser à cette valeur-là. Maintenant, créer une nouvelle valeur, n. On va utiliser np-split, donc ça nous permet de récupérer seulement les valeurs qui nous intéressent. On veut donc seulement nos 8 premières valeurs. Voilà, ça nous permet de récupérer seulement les 8 premières valeurs. Donc 3, 2, 4, 3, 3, 5, 2 et 5, 5 et 1. C'est tout. La dernière valeur, elle nous intéresse pas parce que on connaît pas sa couleur. C'est celle dont on va vouloir deviner la couleur. Donc justement, on va récupérer cette valeur-là. Comment faire? On va créer une nouvelle valeur qu'on va appeler xPrédiction. Voilà, ça nous a permis donc de récupérer seulement ce qui nous intéresse. Si je nous affiche x, on peut voir que c'est seulement les valeurs qui nous intéressent sauf la dernière. Donc en gros, c'est le hunter sans la dernière valeur. Ensuite, si je nous affiche la prédiction, voilà, c'est seulement la dernière valeur. Maintenant qu'on a tout ça, on est prêt pour créer notre classe de réseau neuronal. Donc, classe. Voilà, notre classe est prête, donc on va déjà définir plusieurs paramètres. Le premier, ça va être le nombre de synapses d'entrée, donc input, on va l'appeler. Donc je suis désolé, il y aura un peu d'anglais, mais c'est plus simple. On a 2 synapses d'entrée, donc input size, on le met à 2. Donc cette fois, ça va être les valeurs de sortie, donc output.
lui qui va être égal à 1, on veut qu'une valeur de sortie. Et ensuite, la dernière valeur, ça va être nos synapses cachées, combien on en veut. Donc là, ça va être les différents paramètres de notre fonction. Ensuite, il va nous falloir d'autres paramètres, ça va être les poids. Au début de notre programme, ces poids ils sont définis de manière aléatoire. La première fois que je vais lancer mon intelligence artificielle, elle va choisir ces poids-là de manière aléatoire. C'est que après qu'elle les modifiera. Donc là, ce qu'on va faire, c'est générer aléatoirement des poids. W1. Pourquoi W1? On va générer les poids dans une matrice, donc ça va prendre en compte tous nos poids en fait entre les synapses d'entrée et les synapses cachées. Donc pour ça, pareil, np nous donne un outil vraiment intéressant, ça va être donc np.random.randn. Il prend en paramètre notre input et nos synapses cachées, et la valeur du nombre de synapses cachées. C'est logique entre input, donc c'est-à-dire entre les valeurs d'entrée et entre les valeurs cachées. Ça va être donc une matrice 3 par 2. Ensuite, on veut faire pareil pour W2. Donc si vous avez bien compris, même principe, random, sauf que cette fois c'est entre notre synapse qui est cachée et notre synapse finale, donc notre synapse de sortie. Donc ici ça va être hidden, et ici ça va être output. Du coup cette fois c'est pas une matrice 3 par 2, mais 3 par 1. D'ailleurs ici je me suis trompé, c'est pas une matrice 3 par 2 mais une matrice 2 par 3. On a maintenant nos poids qui sont générés de manière aléatoire. Maintenant on va définir une fonction. Ça va être la fonction de qu'on appelle en anglais forward, en fait c'est la propagation avant. Alors qu'est-ce que fait cette fonction de propagation avant? On l'a vu plusieurs fois, je vous l'ai montré dans les exemples dans la vidéo. Elle permet de multiplier nos valeurs d'entrée par le poids et ensuite d'utiliser la fonction sigmoid sur ce résultat pour obtenir notre valeur finale. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va créer une valeur qu'on va appeler z. On va faire une multiplication matricielle donc entre nos valeurs d'entrée et notre poids qui a été généré de manière aléatoire. Donc comment ça se définit? Sous NumPy, c'est donc la fonction dot, elle va prendre un paramètre x qui est le paramètre également de notre fonction et elle va prendre donc self.w1. Pour que vous compreniez bien, je vous ai fait un petit exemple sous JupyterLab. Ici, je génère aléatoirement mes poids. Ici, j'affiche x, donc qui sont nos valeurs d'entrée. J'affiche nos poids. Ensuite, je fais le fameux calcul np-dot. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, ce qu'on voit, tout ici, c'est ma matrice x, donc avec mes valeurs. Ici, c'est mes poids. Mes différents poids qui ont été générés de manière aléatoire. Et enfin, ici, c'est le produit matriciel entre ces deux matrices. Pour ceux qui ont fait des maths, vous vous souvenez, le produit matriciel, c'est quoi? C'est ligne par colonne. Donc je vais multiplier chaque ligne par chaque colonne. Donc par exemple ici ça va être 0,54 55 fois 0,14 plus 1, donc cette valeur là, fois 0,318. Et je devrais normalement obtenir cette valeur là. On va donc faire un test. On va prendre cette valeur là fois 0,1455 plus, donc on a bien compris ici ligne, je multiplie cette ligne là par cette colonne là, plus une fois ma ligne fois 0,31. Donc normalement si tout va bien je devrais obtenir cette valeur là. C'est la première valeur de mon tableau. Et voilà, si tout va bien on a obtenu exactement la même valeur qu'on a ici. Et donc ça pour obtenir toute cette grande matrice, c'est le même principe. Pour la deuxième valeur par exemple ça va être donc 0,36 fois 0,14 plus une fois ça. Et en fait donc on fait ça pour chaque valeur, une par une, et on obtient du coup cette grande matrice, qui est donc la matrice des valeurs qui ont été obtenues. Alors qu'est-ce qu'on fait avec cette matrice de valeurs? Et on y applique tout simplement la sigmoïde. Donc self.z2, c'est égal à self.sigmoid, donc je ne l'ai pas encore écrit, la fonction de sigmoid, mais elle est très simple, vous la connaissez, self.z. On applique donc la sigmoïde à toutes ces valeurs-là. En fait, c'est ici qu'on va obtenir nos valeurs cachées. Donc là, on est à l'étape des valeurs cachées, donc Z2, si vous avez bien compris, Z en fait ça représente notre valeur d'entrée, Z2 nos valeurs cachées, et Z3 ça va être notre valeur finale, notre output. Même principe, on recrée un produit matriciel cette fois entre les valeurs cachées et les poids qui vont jusque la valeur finale, donc la valeur de sortie. Et cette fois ça va être notre deuxième poids, donc self.w2, qui est donc le poids entre les valeurs cachées et la valeur de sortie. Et ensuite pour finir, on crée une valeur O, qui est donc notre output, notre valeur finale de sortie, qui est donc la sigmoïde de ce fameux Z3. Donc si vous vous souvenez du début de la vidéo, en fait c'est les mêmes étapes, sauf que cette fois on le programme. N'oublie pas de retourner notre output. Donc justement cette fonction sigmoïde, on va la définir. Ensuite c'est simple, il suffit juste de retourner 1 divisé par 1 plus np. Donc pour les exponentielles, voilà pourquoi NumPy est vraiment intéressant. Exponentielle de moins S. Et là, on a donc bien notre fonction sigmoïde. Voilà, maintenant, on peut créer notre réseau de neurones. Donc NN,
neural network, on a notre réseau de neurones. On va définir notre valeur de sortie, ça va être NN forward, de grand X. Donc grand X, hein, je vous rappelle, c'est nos valeurs d'entrée.